Pour le livre Aventurier dans l'âme, en fait, c'est à mon retour de mon dernier koh Lanta. Je me suis dit, bah, je pense que ça fait pas mal d'années déjà que je suis en France, plus d'une vingtaine, 21 ou 22, je ne sais plus exactement. Et je me dis, bon, bah, je pense qu'il est temps d'écrire quelque chose un peu pour le tracer, donc mon enfance jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, hein. Même si je pense inconsciemment, j'y avais déjà un peu pensé, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt, parce que bah il n'y a pas forcément matière à raconter tout de suite. Et là, ça fait quand même 4 saisons de koh Lanta entre tout, et ouais, pourquoi pas maintenant. Et Julien, il me connaît trop, il me connaît de trop, et puis oui, forcément, hein, quand j'ai lu sa préface, bah, j'étais très touché parce que bah, tout est vrai là-dedans, tout est vrai, et ça m'a bien fait rire le pêcheur pêché. Oui, Denis Brognard, bah, on peut dire que je le connais déjà depuis sa première saison à koh Lanta que j'ai commencé à suivre, et puis bah, depuis 2011 que je le rencontre enfin à Raja Ampat. Ouais, c'était un honneur aussi de l'avoir dans ce livre, et encore plus d'avoir le producteur en même temps. Donc non, je suis fier de ces deux préfaces. Oui, c'est vrai que bah, mon enfance retrace un peu aussi bah, ce que j'ai vécu sur mes saisons de koh Lanta, hein. Bah, parce que l'enfant terrible de l'île de Taha, voilà, comme je le dis, je rentrais souvent à la maison, les vêtements déchirés, pleins de boue, parce qu'on passait avec les copains la plupart du temps hors école, bien sûr, bah, dans la nature, dans la forêt, à crapahuter, à jouer à des jeux. Oh là là, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi. Donc oui, je vivais déjà un peu comme à koh Lanta sur l'île de Taha. L'expérience en fait en métropole est tout autre qu'en Polynésie. On vit vraiment différemment là-bas. Les enfants, bah, comme moi à l'époque, hein, on était déjà pas à la rue, mais on se débrouillait déjà avec ce qu'on avait, quoi. Dès qu'on sait marcher, on arrive à s'occuper. On n'a pas, à l'époque en tout cas, j'avais pas de téléphone, on n'avait pas d'iPad et tout ça, et j'avais même pas de jeux, comment ça s'appelle, les consoles de jeux. Ou juste une fois, je crois que j'avais une console, mais voilà, c'était pas non plus le le high-tech, machin, tout ça, mais moi j'étais déjà, je sais pas, comme je le dis, hein, quand je rentrais de l'école, je balançais le sac et je partais voir les copains, on allait dans la forêt, à la rivière et tout ça. Et non, vraiment l'enfant terrible. En Polynésie, dès notre jeune âge, on a beaucoup de liberté, et du coup, moi, les parents essayent de suivre les enfants pour les amener vers les études, mais l'appel de la forêt, de la nature est toujours plus fort, de la pêche et tout. Alors à Taha, ben, je reviens occasionnellement depuis quelques années. Là, ça va faire ma 3e année sans revenir sur Taha, et j'espère vraiment au mois de novembre pouvoir y revenir pour la sortie du livre. La vie en France métropolitaine et la Polynésie, c'est deux mondes totalement différents. Et avec mes enfants, avec mes filles pour le moment, bah, j'essaie de leur inculquer un peu bah, toutes ces valeurs en Polynésie qu'on a, comme l'accueil avec un grand sourire, un grand cœur, le respect. Et puis j'essaie aussi de leur parler le plus souvent en tahitien. Là, jusque-là, elles comprennent quelques mots. Par exemple, voilà, quand je les appelle pour venir manger, le bonjour en tahitien, tout ça. Sauf que
à la maison, il n'y a pas cet échange de discussion entre Tahitiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bah, quand on est baigné en fait quand on vit sur une île où que tout le monde parle tahitien, forcément on intègre beaucoup plus vite la discussion en tahitien, tandis qu'ici on l'a pas. Mais voilà, elles comprennent des mots, des termes que j'emploie quasiment tous les jours avec elles. Ouais, c'est vrai qu'avant de faire koh il y a eu Total Wipeout en 2009, si je me souviens bien, oui. C'est ça, c'est en 2009. Bah d'ailleurs, en fait, c'est que Total Wipeout était passé sur M6 et quelque part, ça m'a ouvert en fait. Cette émission, ça m'a ouvert dans le sens où bah, de ma timidité, hein, face à caméra ou même publiquement. Hein, voilà, j'étais vraiment réservé, même ici en famille, machin. Voilà, j'étais pas si ouvert que ça. Et après 2009, après Total Wipeout, bizarrement, j'ai repassé le casting 2 ans après. J'étais vraiment à l'aise face au jury, face à la caméra, et je pense que c'est comme ça que ça a matché pour moi pour koh Lanta. Depuis le début de koh Lanta, donc 2000-2001, j'ai toujours, enfin pas forcément voulu le faire, mais je me suis toujours vu le faire. C'est-à-dire voilà, ça me plaisait bien, le concept et tout, et après je me suis toujours dit, ils vont certainement pas me prendre parce que j'ai grandi sur une île, koh Lanta ça se passe sur une île, et je connais pas mal de choses voilà, comment survivre sur une île par exemple. Ils vont jamais me prendre, et du coup j'ai jamais osé. Je pense que c'est surtout ça en fait, hein, le fait d'oser m'inscrire. Et quelque part, j'étais pas prêt aussi. Hein. Je n'étais pas prêt mentalement, psychologiquement, tout ça. Physiquement, ça allait. Je pense que ça allait, mais c'est mon côté réservé, trop réservé, qui m'a beaucoup freiné. Et puis, bah, ma belle famille m'a juste poussé hein, à le faire. Céline, son frère m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu as à perdre en fait d'envoyer un courrier? Et ça a commencé comme ça. J'envoie ce fameux courrier et je reçois un appel. Voilà, j'étais moi le premier surpris. Et je passe les 2 premières étapes du casting et malheureusement, oui, voilà, donc ça a pas suffi. Et je sais pourquoi, bah oui, c'est ma timidité qui a failli. Et voilà, comme je disais, j'étais pas prêt, donc je l'ai tout de suite ressenti en fait à la sortie du casting. Je dis, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pas réussi à finir toutes mes phrases, donc je m'attendais pas à plus. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, ben, ils m'ont appelé une fois, ben, je vais retenter. Et bon voilà, au 4e courrier, c'est passé. Dans le livre, je parle de quelques anecdotes assez rigolos, hein, comme ce jour de l'orientation en 2011, où bah, je laisse mon caméraman 50 mètres derrière moi au top départ de Denis. Ah non, mais c'est parce que ce jour-là, j'étais tellement à fond. En même temps, ils étaient en train de s'étirer, de s'échauffer, tout ça. Je me suis dit, c'est bon, ils sont prêts. Et au top départ, je pars comme une flèche et j'oublie qu'il y avait le caméraman. Et en fait, tout simplement, sans caméra, il n'y aurait pas d'histoire à raconter, quoi. Donc, il m'a tout de suite rappelé de l'attendre. Non, c'était rigolo et c'est pour ça que je l'ai intégré au livre. Il y a pas mal de bons souvenirs sur les épreuves de koh Lanta, tellement les épreuves sont fous, quoi. Même sans faire les épreuves, même quand on tire la boule noire, quand on arrive face aux épreuves, les installations, c'est tellement waouh, c'est énorme, avec Yann Le Gag et toute son équipe, ce qu'ils font là-dessus, c'est vraiment énorme.
Et non, non, je pense que il y a une épreuve que je garde bien, c'est celle où je suis face à Martin et qu'on joue tous les deux notre survie dans l'aventure à Raja Ampat. C'était l'équilibre sur l'eau. C'était ou lui ou moi. Si je gagne, il sort. S'il gagne, je sors. Voilà, ça je gardais toujours en mémoire comme une très très belle victoire pour ma part. Et puis non, forcément, toutes les épreuves s'en foutent, quoi. Même si je les gagnais pas. L'épreuve la plus dure pour moi physiquement, bon, il y avait les poteaux en 2011 parce que j'avais une boule énorme sous le pied, on était pieds nus. Je crois qu'au bout de la première demi-heure, j'arrivais plus à bouger mon pied déjà tellement j'avais trop mal. Mais sinon, ce qui m'a souvent marqué, c'est l'épreuve du combattant. Surtout en 2011, non, surtout en 2012. Parce que j'étais pas prêt physiquement en 2012 pour affronter cette épreuve-là. Mais ça m'a toujours un peu redouté. Enfin, ouais, je redoutais toujours un peu l'épreuve du combattant parce que je suis pas. J'aime pas beaucoup courir. Donc voilà, c'était ma bête noire, on va dire. Oui, non. De la deuxième, ouais, on ressent un peu dans le livre, hein, et j'en parle pas énormément, hein. Non, parce que tout simplement, au quatrième ou cinquième jour, je me sentais pas psychologiquement à ma place. Voilà, ouais, je me suis assis un soir sur la plage, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, au quatrième ou cinquième nuit. Donc, mais après voilà, dans l'ensemble de toutes mes saisons, quand même, je me suis toujours bien régalé. Entre le début et la fin, voilà, on est beaucoup plus nombreux au début qu'à la fin, donc les conseils vont un peu plus vite sur la fin, mais on a toujours l'impression de rester 2 heures de plus quand même, hein. Voilà, et puis non, c'est selon aussi le débat du moment, selon ce qui s'est passé sur les épreuves la veille ou les 2 jours avant. Voilà, après, forcément quand il y a matière à débattre, voilà, ça allonge, hein, ça allonge forcément. Mais dans tous les cas, que le conseil dure 1 heure ou 3 heures, c'est comme si on passe 5 heures en fait. On est assis sur des rondins on a tout de suite envie d'oublier. Voilà, donc les rondins de bois, soit quand on est positionné un peu haut par rapport aux caméras, hein, on est placé plus ou moins en hauteur pour qu'on puisse rentrer dans le cadre. On est plus ou moins à l'aise aussi, mais non, j'en garde pas toujours de bons souvenirs de ces rondins. Oui, c'est vrai que quand je suis revenu de la dernière saison de Koh Lanta pour Wainanui, je pense que ça a été assez dur, mon départ. Elle n'arrêtait pas de me demander auprès de sa maman. Et tout de suite, elle m'a dit que je repartais plus, quoi, hein. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Je peux pas lui dire oui ma chérie, papa ne va plus repartir. Non, mais parce que pour moi, ça va être difficile de refuser une énième saison. Ça va être vraiment difficile, hein, même si je sais que c'est dur, c'est vraiment très 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 dur, Koh Lanta, hein. Je me rappelle encore la fin de la première saison, on s'était tous dit mais c'est un truc de fou, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas, jamais on reviendra. Et quelques mois après, on y est, quoi. Oui, voilà, il s'est passé, je sais pas moi, 8 ou 9 mois, quelque chose comme ça, entre la première et la deuxième. Et à la deuxième, pareil, à la sortie, on s'était dit, entre nous, entre aventuriers, on a déjà fait 40 jours il n'y a pas très longtemps, là on vient de faire 20 jours, mais on revient plus, quoi. Voilà, et j'en suis déjà à 4 saisons. Et donc pour revenir à Wainanui, je lui ai pas dit oui,
Papa ne va plus repartir. J'ai dit, on verra, ma chérie. Il n'y en a pas qu'un, il y en a pas qu'un aventurier que je voudrais affronter si voilà si j'avais la chance de revenir sur une nouvelle saison. Il y en a tellement des bons, il y en a tellement des bons par rapport aux épreuves, hein, forcément. Le numéro un, oui, Claude. Il y a Claude parce que on a un duel à finir si on avait la chance de revenir ensemble. Si on a la chance de revenir ensemble, on a un duel à finir. Il a 2 épreuves de plus que moi. Non, puis après, forcément, il y a le petit Sam. Il y a le petit Sam, il y a Grégoire également, dans laquelle je m'étais référé en fait en 2011. Voilà, pendant mon casting, on m'a posé la question quel aventurier je me rapproche le plus. J'ai dit sur le moment c'était Grégoire. Voilà. Et donc Grégoire, il y a Freddy également que j'aimerais bien affronter quoi. Oui, pendant le confinement, pour le food truck, ça a été compliqué. Mais voilà, dans tous les cas, j'avais décidé de moi-même de fermer totalement le food truck pendant le confinement, alors que j'avais la possibilité de faire de la livraison ou de l'emporter. Mais à ce moment-là, en même temps, mon épouse était enceinte. Donc j'ai décidé de prendre 0 risque avec le camion, avec le food truck. Donc j'ai décidé de fermer totalement jusqu'au déconfinement et même un peu au-delà parce que j'ai repris 2 semaines après le déconfinement. Et oui, non, ça a pas été facile hein, au niveau des chiffres, mais je pense que je m'en sors quand même je m'en sors quand même bien par rapport à d'autres collègues restaurateurs, que je connais. Et voilà, parce que moi, j'ai pas de loyer avec un food truck, donc j'ai beaucoup moins de frais fixes. Et du coup, je m'en sors pas mal. Et la reprise, ça va très très bien. Les gens, les clients, ils sont là. Ils attendaient que ça aussi, que je rouvre le food truck. Et du coup, depuis la reprise, on travaille très très bien. Oui, oui, oui. Et puis le projet de monter un restaurant fixe est toujours d'actualité, qui sera, je pense, en parallèle avec le food truck, parce que le food truck, ça me permet de voyager un peu aussi, d'aller à la rencontre des gens qui eux ne pourront peut-être pas venir au restaurant, et surtout aussi pour être sur des festivals polynésiens qui sont assez nombreux aussi en Polynésie. Et non, et puis toujours cette envie de partager un peu plus autour de moi, quoi. Donc le food truck sera toujours d'actualité avec le restaurant.